La seconde enquête est aussi une histoire de molécules et de femmes qui ne sont pas informées des risques. La dépakine est un antiépileptique également prescrit contre les migraines et les troubles bipolaires qui peut perturber le développement du fœtus. Pour une femme enceinte souffrant d'épilepsie, arrêter le traitement serait trop dangereux pour elle comme pour le bébé. Mais il y a d'autres antiépileptiques sur le marché et d'autres traitements. Le rôle des professionnels de la santé est d'informer les patientes, de discuter des alternatives qui existent pour leur permettre de faire un choix éclairé. Encore faut-il qu'ils soient au courant. C'est stupéfiant, mais à l'heure d'Internet, des alertes mail, des résumés d'articles médicaux, il y a encore en Suisse des médecins qui ignorent ce risque. Maya Cholet et Jacqueline Dubuis ont mené l'enquête. Je prends de la dépakine parce que je suis épileptique. J'en ai pris une première fois à l'âge de 16-17 ans, je crois. C'est le seul médicament qui m'a effectivement stabilisée. Parler de son épilepsie a longtemps été difficile pour Régine Fiva-Favez. Un jour, elle pose pour le projet de Petar Mitrovic, son ami photographe. Une seule consigne, inscrire sur son front un mot qu'elle voudrait dire au monde entier. Elle écrit « épileptique ». Pendant ses 2 grossesses, elle continue à prendre de la dépakine. Elle donne naissance à 2 enfants qui souffrent de troubles autistiques. Personne ne lui avait parlé des risques de ce médicament. C'est seulement en 2015. Lorsque je souhaitais avoir une nouvelle grossesse, donc j'ai été voir mon neurologue qui a toujours été le même. Hein. Je lui ai parlé de ça et du coup il m'a dit qu'il faut qu'on change de traitement. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. Le neurologue lui explique qu'en 2015, on ne laisse plus une femme enceinte sous dépakine. C'est trop dangereux. Pour Régine, le choc est énorme. Immédiatement, elle pense à ses 2 enfants. La voici, cette fameuse dépakine. La substance contenue dans ces pilules s'appelle le valproate ou acide valproïque. C'est en fait un simple solvant dont les propriétés antiépileptiques ont été découvertes par hasard il y a plus de 50 ans. Très efficace contre de nombreuses formes d'épilepsie, le valproate peut avoir des effets destructeurs sur le fœtus. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet le pourquoi maintenant on ne pouvait plus avoir d'enfants sous dépakine. Puis j'ai tout d'un coup commencé à faire les liens entre les problèmes de ma fille en premier, qui elle était déjà en école spécialisée. Et puis après mon fils, et ça a été on va pas dire de surprise en surprise, mais oui, c'est le terme. Depuis la fin des années 90, on soupçonne la dépakine de perturber le développement du cerveau des fœtus. Conséquence, les enfants exposés présentent certains troubles de type autistique plus ou moins sévères. Nathan souffre de difficultés d'apprentissage et de comportement. Ça c'est pas une question de taille, c'est une question de façon de jouer. La dépakine peut aussi provoquer des malformations physiques. Les enfants dépakine ont parfois un visage caractéristique, avec le front bombé, les yeux écartés, un nez plat, pas de fossettes, des lèvres très fines et un très petit menton. Plus grave, certains bébés naissent avec des défauts de formation du crâne ou encore une colonne vertébrale non terminée, avec pour conséquence un lourd handicap ou la mort. En Suisse, il n'y a qu'un centre qui enregistre les effets néfastes des médicaments sur les fœtus. Il se trouve au CHUV. On appelle cela la tératovigilance. À la tête de ce service, Thierry Buclin. Un médicament est dit tératogène lorsqu'il occasionne des malformations lors d'exposition pendant le premier trimestre de la grossesse, là où les organes de l'embryon se forment et là où une influence chimique peut aboutir à des malformations. Pour la dépakine, 16 cas de malformations physiques et 24 cas de retards mentaux ont été enregistrés en Suisse ces 27 dernières années. C'est peu, mais il est probable que tous les cas n'aient pas été répertoriés, que le lien entre dépakine et pathologie n'ait pas été fait. Les notices sont peu claires, le risque est noyé dans la liste des effets secondaires quand il est mentionné.
Pour une majorité des médicaments, vous allez voir la notice, la sécurité du médicament n'ayant pas été établie chez la femme enceinte, ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. Et quoi faire avec ça? Les femmes enceintes n'ont qu'à pas être malades, finalement. Une épilepsie doit être traitée, mais certains antiépileptiques sont plus dangereux que d'autres. La dépakine est l'un des traitements les plus efficaces, mais c'est aussi le plus risqué. Un risque que le fabricant a longtemps passé sous silence. Les malformations physiques, on parle de 8 à 10%, ce qui est assez important. C'est environ 4 fois plus que le risque de malformation qu'encourt toute grossesse. Et puis ensuite, le risque que l'enfant ait vraiment des problèmes de développement mental, il est malheureusement plus important. Et on a entendu des chiffres de l'ordre de 30 à 40%. Donc un gros tiers des enfants qui présentent des anomalies du développement mental. Au milieu des années 2000, 2004, 2005, 2006 et jusqu'à 2012, on a vu apparaître des études qui confirmaient l'association entre ces retards du développement relativement fréquents malheureusement et l'exposition in utero au valproate. L'agence de santé suisse fera le nécessaire auprès des praticiens pour dire que non, il faut pas le donner, il faut respecter les recommandations de l'agence européenne. En quête de réponse, Régine Fiva-Favez rencontre Marine Martin. Cette Française est aussi épileptique. Elle aussi a pris de la dépakine pendant ses grossesses et donné naissance à 2 enfants autistes. C'est surtout la première à accuser haut et fort la dépakine. À la suite de son alerte en 2011, un scandale éclate en France. Des dizaines de femmes qui ont donné naissance à des enfants autistes réclament des réponses. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait marqué dépakine plus grossesse égale danger. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un logo de femme enceinte barré, tout comme il y a un danger quand on conduit avec ces produits-là. Soutenu par Maître Oudin, le célèbre avocat qui a défendu les victimes du Mediator, autre médicament dangereux, Marine Martin et son association déposent plainte contre le fabricant de la dépakine, le laboratoire français Sanofi. Dans ces dossiers confidentiels, chaque post-it correspond à un enfant victime. Retard de développement psychomoteur. Cet enfant est retardé mentalement, il ne parle pas, avec des problèmes du comportement. Ce qui est sûr, c'est que le laboratoire savait, et c'est le premier à savoir, et ces informations-là ne sont pas communiquées aux médecins, ne sont pas communiquées aux patients. C'est tout l'enjeu des procédures judiciaires. Démontrer que le laboratoire avait cette information et ne l'a pas communiquée aux patients. C'est avant tout du côté du laboratoire international Sanofi qu'auraient dû venir les premiers avertissements. C'est lui qui enregistre tous les cas dans le monde entier. Pour autant, en Suisse, on se demande pourquoi Swissmedic, organe fédéral responsable de la sécurité des médicaments, n'a pas diffusé d'informations. Des informations pourtant à portée de main, notamment sur les risques de retards mentaux. Comment vous expliquez quand même qu'entre 1998 et 2006, on n'ait rien fait? On n'a pas eu de déclaration provenant de la Suisse qui nous aurait permis d'identifier le problème. Nous pensons que l'utilisation du médicament a été assez restreinte en Suisse et nous avons donc dû, comme les autorités au niveau international, nous fier à l'information qui était disponible au niveau international et aux mesures qui ont été prises au niveau international. On a suivi l'évolution internationale. Sur les notices d'emballage, il a fallu attendre longtemps pour voir mentionner les risques de retards mentaux. En 1998, la notice prétend encore que la dépakine n'est pas plus dangereuse qu'un autre antiépileptique. En 2005, première mention des éventuels effets négatifs du valproate, la substance active dans la dépakine, sur le développement mental des enfants. Mais rien de clair. Il faut attendre 10 ans de plus pour que le risque soit clairement détaillé et surtout chiffré. En 2015, on peut lire « Les études chez les jeunes enfants exposés au valproate in utero montrent que jusqu'à 30 à 40% d'entre eux présentent des retards dans les premières phases de leur développement. » En 2015 toujours, Swissmedic exige que Sanofi Suisse envoie une lettre à tous les médecins pour les avertir clairement des dangers de la dépakine sur les fœtus. Sanofi n'a pas le choix et s'exécute.
La mention de ces risques pour le développement intellectuel, elle apparaît dans la documentation médicaments vraiment assez tard. Et puis, ça n'est qu'en 2015 que Swissmedic, un petit peu sous la pression qui commence à apparaître en France, s'est aussi fendu de déclarations assez fortes venant dire que le valproate était contre-indiqué dans la grossesse, sauf dans les cas où vraiment on a une épilepsie impossible à traiter autrement. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, toutes les femmes enceintes doivent avoir reçu l'information? Théoriquement, ça doit être comme ça. Changement de notice, avertissement aux médecins, formulaire pour les patientes, nous étions persuadés que l'information dépakine égale danger pour le fœtus avait fini par passer. Mais non. Aurélia Minardi est épileptique, traitée par dépakine depuis son plus jeune âge. Avant de faire un enfant, elle se préoccupe des éventuels effets de son traitement. Je suis allée voir mon neurologue et mon neurologue m'a dit clairement non, il n'y a pas de problème, vous pouvez être enceinte. Il y a un risque, mais il est minime. Avec le dosage que vous avez, que ce soit la dépakine ou un autre antiépileptique, le médicament, le risque est toujours là. Et vous avez dit qu'il y avait un risque de quoi? Il ne m'a pas précisé quoi. Il m'a juste dit qu'il y avait des risques au niveau du fœtus, mais il ne m'a pas signalé ce que c'était. Elle tombe enceinte en octobre 2014. Par sécurité, elle demande aussi à sa gynécologue si son traitement de dépakine pose problème. Sa gynécologue lui dit que non. 9 mois plus tard, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Ivan. Les premiers temps, tout est normal. Mon fils, à l'âge de 3 mois, a fait des convulsions. C'est vrai que c'est impressionnant, on se demande, tiens, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est tout dans le silence. Donc ça peut très bien se passer dans la journée comme dans la nuit, on ne l'entend pas. Il va se recroqueviller. Et moi, c'est la première fois que je voyais une convulsion, je ressentais en fait ce que mon fils vivait à ce moment-là, et c'est vrai que c'est pas facile du tout. Regarde, on s'assoit? Non? Il a maintenant bientôt 2 ans et il marche toujours pas. Enfin, il marche, mais c'est toujours avec beaucoup de peur, beaucoup de retenue. Ça t'a avéré qu'il a à peu près 2 mois et demi de retard. C'est la pédiatre qui l'a vu. Ah, tu trouves ça drôle? Au début, Aurélia ne fait pas le lien entre tous les problèmes de son fils et la dépakine. Puis elle commence à avoir des doutes. Il y a eu une émission sur la dépakine en France, il y a eu un débat. Et c'est surtout à ce moment-là que je me suis dit, oulala, en fait, ça peut faire des choses assez importantes. Et on se demande si justement ce retard n'est pas venu à cause de la dépakine. Et on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit faire, vers qui on doit aller. On est perdu à ce moment-là, en fait. Cette détresse, on la retrouve chez toutes les mamans épileptiques. Elle demandait seulement le droit à l'information. Une information qui aurait dû passer la frontière immédiatement après le scandale en France. Et pourtant... À ma connaissance, une immense majorité des prescripteurs n'ont pas été atteints par cette information. Je ne sais pas très bien comment, où est-ce que cette information n'a pas passé, mais probablement qu'il y a là aussi un petit peu l'effet de ce trop d'informations qui tue l'information. La position des médecins est délicate. Arrêter le traitement est encore plus risqué pour la mère et le fœtus. Les gynécologues sont noyés d'informations inutiles. Mais ne pourraient-ils pas au moins partager leurs doutes avec leurs patientes? Pratiquement toutes les semaines à 2 semaines, il y a des annonces d'une situation, d'un médicament qui pourrait être en relation avec des malformations, l'autisme, le retard de développement, etc. Malheureusement, quand les évidences ne sont pas absolument claires, ça prend du temps pour arriver à ce que la communauté médicale soit définitivement conscientisée par la problématique. Depuis 2015, c'est écrit noir sur blanc. Dès lors, les médecins ont le devoir d'avertir. Je pense que toute patiente qui a un traitement de dépakine doit être avertie. Ça doit lui permettre, avant d'être enceinte, ça doit lui permettre de faire un choix de vie et aussi de prendre des décisions qui peuvent n'être que personnelles sur avoir ou ne pas avoir d'enfant dans ces conditions-là. Ce choix, Régine Fiva-Favez ne l'a pas eu. Elle se sent responsable. Les conséquences de son traitement, c'est son fils Nathan qui les subit et fait de son mieux pour vivre avec.
Je suis autrement quand je fais du basket, ça me fait du bien, ça me libère. Ça me détend, ça me défoule. Parce que d'habitude, tu te sens comment? J'ai un peu peur, je m'inquiète pour tout. Je pense à beaucoup de choses, trop de choses à la fois. Je me sens différent des autres. Au basket, non, mais à l'école, oui. Je m'énerve facilement, ça me fait peur parce que je m'énerve et c'est assez violent. De temps en temps, je dis mais pourquoi elle a pris ce médicament? Ça m'énerve de temps en temps, mais bon, elle est comme ça. Elle a pris ce médicament, on peut pas revenir en arrière. Donc faut avancer. Si j'avais été informée des 30 à 40% de risques de malformation neurodéveloppementale, je pense, et ça c'est quelque chose dont on a souvent parlé en famille, une grossesse sûre, j'avais besoin d'être mère. Je me suis toujours battue dans ma vie pour prouver au monde entier que j'étais quelqu'un comme tous les autres. Simplement, et ça mon fils il le sait, j'aurais pas eu un deuxième enfant. Les cas s'accumulent, mais le lien entre autisme et dépakine est toujours mis en doute à l'heure actuelle, en particulier par certains neurologues qui sont les premiers prescripteurs d'antiépileptiques. La seule étude qui est assez grande et sérieuse, c'est une étude de Noix qui a trouvé un lien entre un taux d'autisme plus élevé avec le valproate par rapport aux autres médicaments antiépileptiques. Le problème avec cette étude qu'on ne connaît pas les parents, est-ce qu'eux, ils ont atteint un problème psychiatrique parce que c'est aussi possible qu'il y ait un petit risque en guillemets génétique et on ne connaît pas les taux des médicaments. Sans ces informations, ça reste pas clair s'il y a une liaison entre autisme chez les enfants et la prise de médicaments valproate ou d'autres médicaments chez la mère. Donc d'après vous, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire à 100% que le valproate crée un certain nombre d'enfants autistes. À mon avis, ce n'est pas encore établi clairement, cette lien. Même opinion du côté du fabricant Sanofi, qui a toujours remis en question les études et entretenu le doute sur les notices d'emballage. L'information aux médecins concernant les retards mentaux, elle est passée en quelle année? Alors, il y avait des indices dans les années 80. Il y a eu un texte qui a été publié au début des années 2000. Et donc ça a fait l'objet d'une information proactive. Ça s'est fait en 2005. Donc depuis 2005, on peut dire que les médecins, ils ont eu l'information que la dépakine pouvait engendrer de l'autisme, des retards mentaux. Dès 1974, on rend les médecins attentifs au fait, donc 2 ans après le lancement, qu'il peut y avoir des problèmes liés à la dépakine. Il y a eu diverses modifications et l'étape qui est majeure en 2005, effectivement, elle ancre dans les textes ce que vous évoquez, mais il y avait quand même un devoir de précaution déjà avant. Simplement, ils sont devenus très spécifiques en 2005. Est-ce que maintenant les preuves sont suffisantes? Vous pouvez nous dire oui, ça vient de la dépakine, les malformations et les retards mentaux? Actuellement, c'est trop tôt. On a en Suisse une quinzaine de cas avérés, ce qui est confirmé par la Ligue suisse contre l'épilepsie. On a des indices très forts que c'est ça, mais on ne peut pas l'affirmer comme vous le dites. Résumons. Sanofi affirme avoir transmis rapidement l'information sur les risques. En même temps, le laboratoire conteste la validité des études qui font le lien entre la molécule et les troubles autistiques dont souffrent certains enfants exposés aux médicaments. Pour Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la revue médicale suisse, maintenir le doute et la confusion chez les médecins fait partie d'une stratégie bien étudiée. Pourquoi l'industrie, elle fait traîner les choses avant d'avertir la population, les médecins? L'industrie pharmaceutique, généralement, ce sont des entreprises multinationales. Et comme toutes les entreprises multinationales, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et elles essaient toujours de gagner du temps pour vendre le médicament. Et parfois, elles arrivent à gagner 10 ans. Ça fait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de victimes, mais elles ont pu vendre un médicament pendant ces 10 ans. Le vrai problème, c'est que même si après, elles payent des dédommagements aux gens qui sont touchés,
elles auront quand même gagné de l'argent dans cette affaire. Donc elles ont tout intérêt à prendre le point de vue de l'argent, à dire oui, mais il y a un doute, est-ce qu'on peut vraiment communiquer ça, plutôt que prendre le point de vue du patient et de dire on doit absolument se préoccuper de qu'est-ce qui va arriver à ces gens et faire profiter le doute aux patients. Alors à quel moment faut-il agir ? Dès que la pharmacovigilance montre les premiers signes de quelque chose qui se passe, et donc agir même avant de savoir combien il y en a d'effets secondaires, comment exactement ils se déterminent, mais dès le moment où ça, c'est sûr. Or, dans tous les cas de scandales qu'on a vus jusqu'à maintenant, entre ce moment-là et le moment où vraiment les structures ont agi, que ce soit l'État ou l'industrie pharmaceutique, il s'est passé des années, voire des dizaines d'années. Et c'est ça le scandale. Bien loin de tout ça, Nathan aussi a écrit sur son front son message pour le monde entier. Mon fils a écrit partage. Partage, c'est raconter, se dire ensemble, mettre ensemble. Communication. Donc il y a eu un manque de communication, un manque de partage dans cette histoire. Et puis dans l'autre sens, à l'heure actuelle, Nathan est un enfant autiste qui a de la peine dans les partages avec les enfants de son âge. Pourquoi t'as écrit ça? Parce que j'adore partager. Je partage toutes mes récrés avec mes copains. Je partage tout. T'es super gentil en fait. On peut le dire. Il faut maintenant presser les autorités sanitaires et surtout Sanofi qui a fait de gros bénéfices à investir dans une vraie information claire et sans ambiguïté. Information aux patients mais surtout aux médecins susceptibles de prescrire ce médicament à une future maman. Et il faut contraindre le fabricant à financer des recherches sérieuses pour répondre à d'autres questions urgentes et cruciales, comme par exemple si une femme arrête la dépakine plusieurs années avant une grossesse, est-ce que le risque disparaît? Ou encore quel lien entre le dosage du médicament et le risque pour l'enfant? Ce qui est central, c'est l'information. Il est inadmissible qu'on cherche à la cacher, à la minimiser ou à semer le doute. Dans tous les scandales impliquant des médicaments, la transmission du savoir mais aussi des incertitudes a failli, soit à cause d'intérêts économiques, soit en raison d'incompétence ou des deux à la fois. Parmi les scandales liés aux médicaments, ceux qui concernent les enfants exposés avant leur naissance restent particulièrement dans les mémoires. Il y a eu la thalidomide. Ce sédatif et antinausée prescrit dans les années 50 a provoqué de graves malformations chez des milliers de bébés. Il a fallu plus de 10 ans pour qu'il soit retiré du marché. Puis, le scandale du Distilbène. Cette molécule inutile, censée prévenir les fausses couches, a été distribuée aux femmes enceintes dès les années 40 pendant plus de 30 ans. Elle a fait des ravages dans de très nombreuses familles. L'exposition de fœtus féminins au Distilbène durant la grossesse s'est accompagnée d'une augmentation du risque de développer certains cancers des voies génitales à l'âge adolescent ou adulte. Mais en plus de ça, quand ces femmes qui avaient été exposées in utero au Distilbène ont elles-mêmes eu des enfants, on s'est rendu compte que ces enfants avaient aussi plus de risques de présenter eux-mêmes des malformations des voies génitales. L'affaire du Distilbène, elle se complique de cet effet transgénérationnel qui est une particularité même encore plus inquiétante. Ce sont ces mécanismes transgénérationnels qu'étudie Ariane Jacobino. Pour cela, elle teste les effets des médicaments sur des souris portantes et répertorie les malformations sur les 3 ou 4 générations de souris nées après l'exposition à la substance. Ce qu'on remarque et qui est mesurable, c'est qu'il y a des changements chimiques sur l'ADN qui vont faire que les gènes fonctionnent plus ou moins bien et qu'en aval de ça, il y a certains développements dans le ventre de la mère pour le fœtus qui vont se faire moins bien que d'autres. On a une certaine dose indiquée, 3 générations, et on va voir par comparaison avec l'animal qui n'a pas reçu cette substance si on voit ce même changement. On appelle cela les modifications épigénétiques. Elles sont irréversibles, raison pour laquelle on les retrouve sur plusieurs générations. Et si on retrouvait ces mêmes effets transgénérationnels avec la dépakine? En Suisse,
personne ne semblait s'être posé la question avant nous. Alors, nous avons demandé à Ariane Jacobino de faire une recherche. Alors, ce que j'ai trouvé et que j'ai découvert à cette occasion, c'est que l'acide valproïque, donc, qui est présent dans la dépakine, il y a une étude toute récente qui décrit aussi des modifications épigénétiques sur des gènes liés au neurodéveloppement. Donc les auteurs font un parallèle avec des troubles de type autistique au sens large. C'est aussi une étude chez les souris, mais qui décrit qu'après exposition de souris gestantes, on va observer non seulement chez les souriceaux issus de l'exposition, mais sur 2 générations au-delà, des modifications épigénétiques et des variations du comportement. J'étais la première surprise de voir que quelqu'un avait pensé à ce mécanisme et était allé chercher spécifiquement la réponse à cette question pour le neurodéveloppement. Au scandale de l'absence d'informations aux mères sur le risque de la dépakine s'ajoute donc celui du risque transgénérationnel mis en évidence par nos questions. Et là encore, l'autorité de surveillance des médicaments tombe des nues. Je n'avais pas entendu parler de ça. Mais c'est vous qui m'aviez informé et on va poser des questions aux firmes concernées et leur demander une prise de position. Il est très important de dire aussi qu'il n'y a aucune évidence qu'il y ait un effet chez les enfants des enfants exposés in utero au valproate, chez l'homme. Est-ce que quand on fait des tests sur les souris, on peut déduire que ça va se passer pareil chez l'homme ? Non, ça ne se passe pas exactement de la même manière, mais quand même, ça peut permettre de tirer une sonnette d'alarme en disant « Tiens, on observe ça, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander si ?» C'est quand même un modèle, en tout cas pour l'épigénétique, qui a en plus un génome qui est en partie quand même similaire à celui de l'homme, donc on peut assez bien extrapoler. Ça veut dire que le problème vous inquiète quand même ? Bien sûr. Et il faudra absolument qu'on clarifie. Celui qui détient le plus d'informations et qui a la responsabilité dans ce type d'affaires, c'est le fabricant. Nous avons donc demandé à Sanofi Suisse s'ils étaient au courant de ces risques transgénérationnels. À ce stade, je ne peux pas répondre à la question. Nous ne le savons pas. Ça ne concernerait pas plusieurs générations. On a un recul d'environ 50 ans depuis la mise sur le marché. À ce stade, je n'ai pas de remontée, à ma connaissance, encore une fois, évoquant ce genre de transmission de génération en génération. Est-ce que ça vous fait pas peur, ça, de ne pas savoir ? Bien entendu qu'il n'est pas confortable de ne pas savoir, mais il est encore moins confortable de savoir des patientes non traitées qui peuvent mourir de leur maladie. Si la dépakine modifie le fonctionnement de l'ADN chez les humains et qu'elle provoque des retards mentaux sur plusieurs générations, comme c'est le cas chez les souris, nous allons peut-être au-devant d'un nouveau scandale. Dans ce cas, les hommes qui prennent de la dépakine seraient également à risque de transmettre le problème à leur descendance. Donc finalement, il n'y a pas forcément un biais où c'est seulement la femme enceinte qu'il faudrait scruter, mais se dire est-ce que l'homme, lui, n'a pas été exposé à certains traitements ou autres facteurs qui auront modifié l'ADN de ses spermatozoïdes. Le dossier dépakine est donc loin d'être clos. Nous avons interpellé Sanofi. Sur la question de l'information, le fabricant nous a répondu, je cite, « Dans les années 80, sur la base des données scientifiques publiées et des données de pharmacovigilance, nous avons informé sur les risques de malformation chez les enfants exposés in utero au valproate de sodium. Et dans les années 2000, sur la base de nouvelles données scientifiques, nous avons informé sur les risques de retards neurodéveloppementaux chez les enfants et nous avons en conséquence sollicité des modifications des documents d'information. » Manifestement, la transmission de ces informations n'a pas été très efficace si on en juge par les témoignages de ce reportage. Autre question, pourquoi le risque pour les femmes enceintes n'a pas fait immédiatement l'objet d'un black box warning? C'est ce texte mis en exergue en gros et en gras dans certaines notices pour que l'information ne soit pas noyée dans la liste des effets secondaires. Sanofi nous a répondu que les entreprises du médicament ne peuvent pas décider unilatéralement de modifier les documents d'information sans l'aval de l'autorité de santé où le produit est commercialisé.
En d'autres termes, c'est la faute à nos autorités sanitaires. Enfin, sur les effets transgénérationnels de la dépakine, Sanofi n'a pas investi un centime dans la recherche. Le fabricant attend les conclusions des recherches académiques, comme celle menée par Ariane Giacobino, recherche financée par nous tous via les impôts. Il y a donc encore du travail à faire pour que les fabricants mettent la main au porte-monnaie pour indemniser les victimes, mais surtout pour éviter qu'il y en ait de nouvelles, en finançant des études plus sérieuses, plus longues, en toute transparence et en partageant les résultats, ce qui est encore loin d'être le cas.